Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéo Randia du samedi soir. Êtes-vous prêt à faire le long voyage au-delà de l'atmosphère terrestre, dans un ciel parfaitement noir sans étoiles, du Danemark à Copenhague? En première avait lieu cette émission le samedi 21 janvier 2023, le Vidéo Randia numéro 4. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotéristes du Nouveau Monde. En entretien avec M. René Erik Olsen, ufonaute du Danemark. Eh oui, il y a de plus 1 heure en compagnie de M. Olsen pour les abonnés au club créé du mois de janvier 2023. Profitez des compléments surprenants de Gilles Surprenant, disponibles dans le forum Orandia. La musique qu'on entend souvent ici dans l'émission de Daniel Morancy. Le soutien technique Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald. Recherchiste Louis Ferland, à la régie Spirale. Et le concepteur du site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Nous allons donc retrouver M. Olsen qui est allé voyager dans les confins de l'univers sur une planète qu'on appelle la planète bleue, qu'on pourrait identifier à la planète Terre. Ben oui, la rencontre tant attendue avec M. René Erik Olsen, directement du Danemark, et puis il va nous expliquer son voyage. Ça, c'est dans le Vidéo Randia numéro 4. C'était la présentation que je voulais vous faire en introduction pour recevoir M. Olsen, qui est avec nous. Bonjour, monsieur. Bonjour, Richard. Hey, vous parlez français? Un petit peu. Un petit peu. Like me. In English, I speak just a little. What is your Et quelle est first votre langue language? maternelle? Ma langue maternelle, c'est le danois. Ma deuxième langue, c'est l'anglais. Le danois. La traduction de Jimmy. C'est au Danemark. C'est semblable au suédois et à l'allemand. D'accord. C'est comme une combinaison. Et de plus, il y a beaucoup de mots qui ressemblent à l'anglais. Vous habitez tout près de Copenhague? J'habite à Copenhague. Ah oui, oui, c'est une partie de Copenhague. J'habite dans la partie du nord de Copenhague. Oui, c'est vraiment dans la ville de Copenhague. Et vous avez une bicyclette? Oui, j'ai une bicyclette. Personne à Copenhague ne peut se déplacer sans bicyclette. Ah oui, on a besoin de celle-ci. À Montréal, ils tentent de faire la même chose, je crois, avec notre mairesse. René, j'aimerais connaître votre histoire avant qu'on parle de UFOs. Donc, avant de parler des ovnis, qui êtes-vous? Veuillez vous présenter. Comment est-ce que vous vivez? Alors, peut-être que je peux partager un petit peu de ce que j'ai fait, de mon parcours. Alors, j'ai quitté l'école quand j'avais 20 ans. Je suis allé dans ce que l'on appelle l'université au Québec. Ensuite, je suis allé dans les forces armées pendant 3 ans, dans la marine. Ça, c'est avant que je commence de travailler véritablement, comme je dis, dans le secteur financier. Voilà, j'ai travaillé dans le secteur financier depuis que j'ai 23 ans. Et j'ai arrêté de travailler lorsque j'ai eu 60 ans, en novembre 2016. Voilà, c'est là que j'ai terminé ma carrière professionnelle dans le monde bancaire. Donc, j'avais beaucoup de temps libre à ce moment-là. Et c'est justement en relation à la recherche sur l'ufologie et avec la photographie. Voilà, comment est-ce que tout cela a véritablement commencé par rapport à mon intérêt ufologique? On doit remonter à lorsque j'avais 10 ans, avec mon père et ma mère, on a observé un vaisseau lenticulaire très près de où nous étions. Et on était tous convaincus que c'était quelque chose qui était extraordinaire. Ça ressemblait à 2 soucoupes arrondies et aplaties
qui étaient rassemblés. Et ensuite, ça a monté très haut et c'est disparu. C'était le point de départ pour moi. C'était en quelle année? En quelle année? En 1966, d'accord. Lorsque j'avais 10 ans. Je suis né en 1956. Donc, cela fait quand même, il y a assez longtemps. Et ça a déclenché mon intérêt dans les ovnis et dans la vie extraterrestre. J'ai lu des livres que j'ai trouvés à la bibliothèque quelques années plus tard. L'un d'entre eux, c'était le livre dont le titre est « Les soucoupes volantes ont atterri » par Desmond Leffey et par George Adamski. Alors j'ai lu premièrement la version danoise d'un livre intitulé L'orientation UFO, UFO Orientation, et ça vous donnait un aperçu de ce sujet. C'était un livre quand même assez bien. Et ça présentait l'explication extraterrestre de ce phénomène. Voilà, c'était à la fin des années 1960 et c'était déjà un livre assez connu au Danemark à l'époque. Ils étaient déjà ouverts à l'explication extraterrestre des ovnis. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je pense que c'était en 1971 que j'ai vu Les soucoupes volantes ont atterri par Leslie et George Adamski. Alors là, ça m'a fait penser à ce sujet davantage que j'ai voulu explorer. En 1976, j'ai vu une revue allemande qui parlait du cas Meyer en Suisse. C'est là que j'ai décidé que j'allais faire une enquête sur ce cas lorsque j'aurai le temps. À l'époque, j'étais à la fin de mes années scolaires. Je n'avais pas le temps de voyager jusqu'en Suisse. Ça s'est produit seulement à la fin des années 80. C'était mon premier projet de recherche que j'ai entrepris par moi-même. Je devais voyager jusqu'en Suisse et parler à Meyer ainsi qu'à sa femme. Voilà, c'est ce qui s'est passé entre 1988 jusqu'en 1990. Alors, j'ai parlé à la femme de Meyer, j'ai parlé à Meyer lui-même également. Donc, il y a 3 livres. J'ai tenté de voir si je pouvais répliquer ces photos avec des petits modèles de 10 cm. J'ai encore l'un de ces modèles, mais ces photographies pouvaient être faites et ce n'était pas si difficile à faire. Voilà, ça m'a convaincu sur le fait que peut-être que Meyer avait fait la même chose. Et ces photos étaient bonnes, mais elles n'étaient pas si bonnes que cela. Plusieurs d'entre elles étaient mauvaises. En fait, je pense que c'était d'une façon ou d'une autre frauduleux. Il y a également ces films qui n'étaient pas très convaincants. Mais j'ai écrit plusieurs articles, en fait, dans un magazine danois. Ce n'était pas des livres, c'était des articles. Et cela a été publié en 1989, je crois, et en 91. Et durant cette époque, en 1990, j'ai été contacté par une femme et un homme qui m'ont dit que si je voulais obtenir de l'information sur le système de propulsion et la technologie des ovnis, et moi je me demandais, est-ce que les Danois ont ce type d'information? Pour moi, c'était un peu étrange. Voilà, j'étais d'accord de rencontrer cet homme et cette femme. Premièrement, j'ai rencontré la femme qui est venue me visiter à mon appartement. Elle ressemblait à une femme danoise, normale à l'époque. Mais ce qu'elle m'a dit, c'était quelque chose de très surprenant. Ce sont les détails sur le voyage spatial, le voyage intersidéral. Elle m'a montré des photos métalliques. L'image de ces photos était imbriquée au milieu. En fait, c'était quelque chose qui était assez incroyable. Elle vous a parlé en danois ou en anglais? Elle m'a parlé en danois. Oui, c'est ça. En danois, parfait. Lors de la première réunion, il n'y avait pas d'indice. Alors moi, je pensais qu'elle était une chercheuse qui s'intéressait aux ovnis. Je n'ai rien suspecté. Cela n'est arrivé que par la suite, lorsque nous avons eu plusieurs autres rencontres. Là, elle m'a montré quelque chose sur un iPad
sur une tablette. Elle me montrait certains films qui montraient ces objets en mouvement et qui atterrissaient à divers endroits. Là, ça a commencé à me convaincre sur le fait que quelque chose n'était pas normal. J'ai eu une rencontre avec les deux plus tard. C'est ça qui m'a convaincu. C'était la troisième rencontre en 1991. Juste auparavant, je suis allé aux États-Unis pour faire de la recherche sur le MJ12 et sur les agences. Et c'était en préparation pour écrire un livre. C'est là que j'ai pu discuter avec plusieurs chercheurs aux États-Unis. Lors de la quatrième rencontre, en février 1992, c'était à nouveau avec cette femme. C'est là qu'elle m'a dit, je lui ai demandé, et d'où est-ce que vous avez trouvé, où est-ce que vous avez trouvé toutes ces connaissances? Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, c'est des connaissances directes. Voilà. Alors j'ai compris, soupçonné qu'elle était l'une de ceux dont elle parlait. Et voilà. Elle m'a dit par la suite, j'espère que ça ne vous surprend pas trop. Et je lui ai répondu, j'ai eu comme l'intuition que c'était ça, l'explication. Et durant ces rencontres, j'ai écrit beaucoup, j'ai fait plusieurs dessins, j'ai tenté de me rappeler chacun des détails de ces rencontres avec la femme. J'ai tenté d'écrire tout cela tout de suite après, pour me souvenir de tout cela. Parce que c'était des informations incroyables. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Je n'avais aucune idée sur le système de propulsion de ces engins en 1992. Je n'avais aucune idée à ce sujet. Je ne pense pas que cela ait été discuté beaucoup, sauf par Bob Lazar, à la fin des années 80. Oui. Il était l'un de ceux qui a parlé de la propulsion gravitique ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas tout à fait de son histoire, mais il disait qu'il avait travaillé dans la zone 51 aux États-Unis. Et j'ai pensé que plusieurs des choses qu'ils avaient mentionnées, c'était très semblable de ce dont Lazar avait parlé. J'ai trouvé ça étrange. Comment est-ce que des Danois peuvent avoir ce genre d'informations? Ce que j'ai fait après la dernière rencontre, c'est que j'ai contacté l'endroit où cette femme avait travaillé parce que j'avais d'autres questions à poser à la femme. Et on m'a répondu qu'elle ne travaillait plus à cette compagnie, qu'elle avait quitté. Voilà, je ne pouvais rien faire avec ce matériel, sauf le garder pour plus tard. Mais je ne savais pas que faire avec ces informations. Jusqu'à ce que arrive l'an 2017, 2018, j'ai commencé à regarder ces informations à nouveau. Quelque chose s'est passé en 2017. 6 mois après que j'ai arrêté de travailler, j'ai pris ma retraite. J'ai été contacté par une autre personne qui m'a expliqué, qui m'a dit, vous rappelez-vous de ces deux personnes que vous avez rencontrées il y a 26 ans? J'ai dit oui, bien sûr, mais comment est-ce que vous êtes au courant de cette histoire? Il m'a dit, voulez-vous renouveler votre contact? J'ai dit bien sûr. Je n'ai pas hésité une seconde, j'ai dit bien sûr. Voilà, c'est là que mon contact a repris. Et ça a duré pendant 5 ans, à peu près, jusqu'en mai 2022. Et c'était une période de 5 années incroyable. Je ne pouvais pas en parler jusqu'à maintenant. Et je pense que ce voyage a fait en sorte que je devais l'expliquer. Mais, bien entendu, on pourra parler de cela davantage. Mais voilà comment mon contact a été renouvelé avec ceux que j'appelle les visiteurs. Ce sont des personnes provenant de l'espace. En fait, il m'a dit que sa mission, c'était que je sois plus créatif avec ce que j'avais entendu comme information jusqu'alors et que je puisse l'écrire. Voilà ce que j'ai fait. Voilà pourquoi j'ai écrit quelques livres sur ces visiteurs, comme je les appelle. Alors, il y a le premier livre, le deuxième livre, qui sont le résultat de ces rencontres. Également, suite au contact renouvelé avec lui. Alors, c'était 5 années très intéressantes jusqu'au mois de mai 2022. Et je dirais qu'il y a eu peut-être des épisodes qui ont changé ma vie.
durant cette période. Le dernier contact a été la chose la plus importante de ma vie. Rappelez-vous, lorsque vous êtes un soi-disant contacté, c'est que vous ne contrôlez pas ce qui se passe. C'est eux qui contrôlent. Alors, lorsque j'avais une question, je devais attendre que lui me contacte, que l'homme me contacte. Et c'était assez intéressant de voir comment on arrivait à travailler ensemble. J'ai découvert que c'était un travail conjoint que nous faisions. Oui, voilà comment j'ai eu la possibilité de faire un voyage avec un groupe de gens. Êtes-vous encore en contact avec eux ou télépathiquement? Non. Le contact danois est parti en mai 2022. Ils sont tous partis en 2022. Ils ne sont plus sur la Terre. Et je me réfère à cette civilisation en particulier. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Je ne suis pas certain si nous avons bien compris. Alors, vous n'avez pas d'autre contact avec eux, ni même un contact télépathique? Non, cela a toujours été un contact face à face, un contact physique. Ça n'a jamais été quelque chose qui a été de nature télépathique. Je sais que eux utilisent la télépathie. Pour eux, c'est comme leur langue maternelle ou leur langue seconde peut-être. Mais il y a un problème lorsque l'on tente de contacter les gens au niveau mental. C'est parce que vous interrompez quelque chose sur leur planète. C'est quelque chose qui dérange s'il y a des interruptions sur la planète si je tente de les contacter. Ça peut être dans une situation de travail ou sociale, mais eux vont être interrompus par les messages que j'enverrai. Je ne le fais jamais. Lorsqu'il y a un contact, je vais laisser que eux utilisent la télépathie s'ils le veulent. Moi, je ne vais jamais essayer de le faire. Ce n'est pas comme ça que c'est fait. Ce n'est pas comme ça que c'est fait si vous voulez respecter leur vie privée. Alors pour moi, c'est quelque chose à ne pas faire. Je n'ai pas eu de conversation lorsqu'ils sont partis. Et voilà. Donc, je n'essaie pas de les contacter, je ne veux pas les contacter de manière active. Mon contact s'est terminé après le mois de mai 2022. Cela s'est terminé lorsque on est arrivé à un point de départ. C'était une soirée très triste. Et ça allait. Mais c'était un peu étrange. Peut-être qu'on pourra en reparler un peu plus tard avec plus de détails. Comment est-ce que vous avez rencontré Michel Schircher? Oui, ça c'était assez intéressant. Lorsque j'ai pris ma retraite en 2016, à Copenhague, j'ai commencé à voir des photos de Georges Adamski à partir de son premier contact établi dans le désert en novembre 1952. Voilà, j'avais acquis ces photographies en 2000 ou 2001 de la Fondation Adamski aux États-Unis. Et voilà, on m'avait donné 4 photos à l'époque que j'allais utiliser pour une animation. Mais finalement, ça ne s'est jamais matérialisé. Donc, j'avais un ensemble de photos. Et j'avais pensé avoir vu quelque chose d'assez étrange dans ces photographies en noir et blanc de 1952. Elles avaient été prises par un Kodak Ronnie, un modèle très modèle avec une focalisation fixe. Alors, j'ai dit, on va regarder ces photos, on va les mettre dans le logiciel Photoshop. J'ai tenté d'améliorer, mais premièrement, je les ai regardées, ces anciennes photos, mais je n'ai rien trouvé sur l'une des photos. Alors, les photographies 1 et 2 ont cependant révélé quelque chose d'intéressant. Et quand j'ai fait cette amélioration de la visualisation, je l'ai affiché sur ma page web. C'est là que Michel Schircher a vu ces photographies un peu modifiées ou améliorées. Les 2 premières, non pas celles sur lesquelles on a travaillé plus tard en 2017 ou 2018. Ça, c'était la photo numéro 1, lorsque le vaisseau a atterri lors du contact avec Adamski. C'était une photo extraordinaire.
Et Michel a trouvé quelque chose sur cette photo que moi je n'avais pas vu. Voilà, rappelez-vous, à cette époque, lorsque j'ai commencé à examiner ces photographies, j'avais renouvelé mon contact. Donc, il a vu ce que moi j'avais vu sur l'écran d'ordinateur. Il est venu me visiter une fois par semaine au début, juste pour savoir ce que je faisais. Et on s'était mis d'accord. Et j'avais fait plusieurs peintures de l'intérieur de ces vaisseaux, de ce que j'ai vu à l'intérieur de ces vaisseaux. Et on a découvert que ces photos étaient assez importantes pour confirmer le contact de Georges Adamski. Je ne crois pas que Georges Adamski a vu ce qu'il y avait sur ces photos. Alors, c'était assez remarquable. Mais peut-être que vous savez cela de la part de M. Serja. Il a utilisé ça dans un de ses livres. Je pense que il y a le livre qui s'appelle « On est là », intitulé « On est là ». Voilà, c'était quelque chose d'intéressant. Il a pu les utiliser. Moi-même, je les ai utilisés un an plus tard dans un livre sur le cas de Georges Adamski. J'ai utilisé cela un petit peu plus clairement pour que les photos soient plus claires. Et voilà comment mon contact a commencé avec Michel Serja. Il a vu ça sur la page web en 2017. Et voilà comment voilà comment je l'ai connu. Et on a discuté pendant 5 ans par la suite. Maintenant, parlons de votre livre, intitulé « Fantastique voyage », le voyage fantastique. Oui. Mon ami, Roger Larivière, oui, à qui j'ai parlé. Il a reçu votre livre par Blurb. Oui, c'est ça, Blurb. C'était parfait. L'envoi a été rapide. Il l'a reçu après 5 jours. Oui, je pense que c'était assez rapide. Beaucoup plus rapide que lorsque vous commandez par Amazon. Vous avez raison. Alors, parlez-moi, parlez-nous, parlez à mon public de votre livre. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire votre histoire? Vous n'avez aucune preuve. Il n'y a absolument aucune preuve. Exactement. J'ai rencontré plusieurs contactés et c'est toujours la même chose. C'est vrai, c'est toujours la même chose. Laissez-moi vous dire, quand vous avez été contacté dans les années 50, bien entendu, ces contactés, on leur a donné certaines preuves photographiques. Oui, c'est ça. Les contactés modernes n'obtiennent pas de telles photos. Ou peut-être 3 ou 4 sur un ensemble de 10 000 contactés recevront certaines preuves. Et c'est très frustrant en tant que contacté. Vous n'avez que l'histoire subjective à raconter. Et c'est tout ce que vous avez. Vous devez tenir compte de cela lorsque vous dites « Oui, je veux être un contacté ». Alors, j'aimerais répéter. Moi, je n'ai pas décidé d'être contacté. C'est eux qui m'ont posé la question. Voulez-vous être contacté? Ils m'avaient observé pendant assez longtemps. De ça, j'en suis certain. Et ensuite, on m'a contacté. Lors de ma première rencontre, lorsqu'ils m'ont contacté, c'était la rencontre la plus importante. Si vous ne passez pas cet examen, ou si vous réagissez mal, ou si vous réagissez de manière inconvenable, ils vous diront « Au revoir. Nous allons mettre fin à ce contact. » Vous pouvez dire que votre premier contact, c'est comme votre examen. Et si vous passez l'examen, là, vous pouvez continuer à communiquer avec eux. Et ce qui s'est passé depuis l'an 2017 avec cet homme. Alors, oui, Richard, je vais vous attendre. Oui. Quelle qualité un être humain doit avoir pour entretenir après le contact? Alors, quelles sont les qualités recherchées chez les êtres humains? Dans mon cas, je pense que c'était mon aspect créatif. Je ne sais pas si vous le savez. Je ne pense pas que
Je vous l'ai dit. Mais en tout cas, eux voulaient terminer leur présence sur la Terre par l'entremise d'un projet créatif. Voilà pourquoi ils ont contacté des créateurs, que ce soit des écrivains, des peintres, des musiciens, peu importe, des personnes créatives, des artistes. On était plusieurs à bord de ce voyage. Mais un scientifique peut également être créateur. Oui, pas seulement les artistes. Oui, c'est vrai, mais la majorité des scientifiques sont très peu créateurs. Ils sont un peu pris avec leurs règles scientifiques. Mais oui, je suis d'accord avec vous. J'ai rencontré plusieurs scientifiques qui sont créatifs. Moi, je pense à Nikola Tesla. Exactement. Il a été contacté. Oui, j'en suis certain. C'est le plus grand scientifique de tous les temps. Oui, exactement. Je pense qu'aujourd'hui, plusieurs scientifiques modernes sont un peu trop pris avec leurs dogmes. Il y a l'idée de l'univers, mais on ne parle pas de la raison d'être derrière tout cela. Voilà, ils sont très pris dans leurs calculs mathématiques aujourd'hui. Je pense que c'est dommage. Je pense qu'ils doivent réfléchir un petit peu plus loin que le bout de leur nez. En ce qui me concerne, comme je l'ai dit, cela a débuté en avril 2017, lorsque cet homme a cogné à ma porte et qu'il m'a demandé « Voulez-vous renouveler le contact ?» J'ai répondu « Oui ». Il m'a aidé. Il m'a aidé à écrire ses livres, voir si la modification de ces images était correcte. Il m'a dit, l'une de ces photos, la photo numéro 1, celle sur laquelle j'ai travaillé avec Michel Serger, il m'a dit, oui, ça c'est correct, votre travail va dans la bonne direction. Et je pourrais vous raconter comment il l'a su. En fait, c'est en relation à la civilisation qui a contacté Adamski durant les années 50 et 60. 4 mois auparavant, ce voyage, cet homme, moi je l'appelle mon point de contact. Alors, mon point de contact m'a dit que si je voulais participer à un voyage créateur dans l'espace, que ce serait possible. J'y ai réfléchi pendant longtemps. Il m'a dit que la durée serait de 5 à 6 mois et que je serais avec un groupe de gens. J'ai dû y penser. C'était quelque chose d'important pour moi avant de dire oui. Et vous n'en avez pas parlé? Je n'ai parlé à personne de ce voyage. Pourquoi? Je ne pouvais pas. D'habitude, lorsque vous êtes contacté, vous ne révélez pas ce qui se passe aux autres, parce que c'est comme dépasser ce qui est acceptable. Si vous dites que vous êtes contacté, la majorité des gens vous diront « vous êtes fou ». C'est dans votre tête, vous imaginez des choses. Oui, alors il faut être très prudent à qui vous parlez de ces choses. J'ai décidé, moi, de ne parler à personne du voyage. Vous avez cependant écrit ce livre, c'est vrai. Mais ça, c'était pour ma propre santé mentale, plus que pour les autres personnes. Combien de livres est-ce que vous avez écrits? Ou imprimés plutôt. Combien de livres imprimés? Vous voulez dire combien de livres j'ai publiés? Non, non. Combien d'exemplaires de votre livre avez-vous publié? Imprimé. Je pense que j'ai écrit 6 versions différentes. Ah oui. Non, mais je dis autre chose. Combien de copies de votre livre avez-vous imprimé? Combien d'exemplaires? J'ai 3 copies de ce livre. J'ai 3 versions de ce livre. Mais la dernière version est celle qui semble être la plus aboutie. Et en combien d'exemplaires vous avez fait imprimer ce livre? Eh bien, je pense que je comprends ce que vous me demandez. J'avais une de ces versions pour moi-même seulement. Ah, ça je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Imprimer, on parle ici d'impression, mais c'est pas comme ça que ça marche avec Blurb. Blurb va imprimer un livre seulement s'il est commandé. Ah, vous avez raison. Au Québec, il y a la même chose. En fait, il y a 2 façons de commander ce livre au Québec.
Alors, en anglais ou en français, à travers le... Ah, voilà pourquoi. Maintenant, je comprends pourquoi vous n'avez pas compris ma question. Mais avez-vous reçu... Ici, je veux parler de deux choses. Avez-vous reçu une réaction très importante et une très bonne réaction? Ce sont deux choses différentes. Important, ça peut être une réaction de la part d'un scientifique ou de la part d'une personne très impliquée au sein de la collectivité. D'autre part, nous avons une bonne réaction. Oui, oui, je pense que je comprends. En fait, j'ai reçu des commentaires positifs, mais j'ai également reçu des commentaires négatifs. C'était négatif de la part d'un homme français qui est connecté avec Elena Danaan, si vous la connaissez. Oui, elle est une expérienceur. Oui, mais je ne veux pas mal parler des gens. Mais si vous pouvez me regarder, sur mon visage, vous allez lire ce que je pense de cette personne. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Mais il a été extrêmement négatif lorsque j'ai répondu à certaines questions sur mon livre. Voilà, il faut accepter que lorsqu'on écrit un livre, cela va ennuyer certaines personnes et vous allez également recevoir des réactions positives de la part de notre groupe de gens. C'est comme ça. Geneviève va traduire ce que vous avez dit juste auparavant, parce que je n'ai pas complètement compris. OK. Ah ben oui, OK. Bon, je ne suis pas surpris de la réaction de Elena Danaan. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est française, elle a son canal YouTube et ils vendent de la marchandise, ce genre de choses. Je pense que c'est une communication basée sur la canalisation, c'est ce que je crois, même si elle dit également qu'elle a été sur Mars et sur Jupiter. Moi, je n'y crois pas, je ne pense pas qu'elle y soit allée physiquement. Je pense que c'est peut-être une projection de type astral, oui, quelque chose comme ça peut-être, oui, mais pas physiquement. Bien entendu, je n'ai pas trop parlé de cette histoire jusqu'à maintenant. Mais est-ce que vous avez des questions auparavant? Non, ça va. Pas d'autres questions? D'accord. Alors, 4 mois avant le voyage, il m'a dit, voulez-vous y aller? Et ça m'a pris 1 mois de réflexion parce que je me demandais qu'est-ce que ça veut dire pour moi de participer à ce voyage avec un groupe de gens que je ne connais pas. Mais finalement, j'ai dit, oui, bien sûr, je veux y aller. C'est sûrement une expérience qui change votre vie. Alors, je me suis dit, je dois y aller. Je me suis dit, je ne peux pas dire non à cette opportunité. Ça va se présenter une seule fois durant ma vie et probablement que ça ne va jamais se reproduire. Alors, j'ai dit, oui, bien sûr, je veux y aller. Et en ce qui me concerne, on est allé le 12 septembre, presque à minuit. C'est là que mon point de contact est venu me chercher et on m'a amené jusqu'au point de contact. Il y avait 2 autres personnes qui étaient déjà à l'intérieur de la voiture que je ne connaissais pas. Mais on m'a dit qu'eux aussi étaient des contactés plus récents. Ils n'étaient pas aussi âgés que moi. L'un était dans la trentaine, l'autre avait environ 40 ans. Ils étaient aussi nerveux que moi lorsque nous sommes montrés à bord de ce vaisseau. Alors ça, c'était juste au sud d'une grande ville au nord de Copenhague, à environ une demi-heure de trajet en voiture. C'est le même endroit, pratiquement, lorsqu'ils devaient quitter. Lorsque je les ai amenés à cet endroit, c'était pratiquement au même endroit, dans une région boisée, dans une forêt au nord de Copenhague. En fait, on appelle cela Sealand. Pensez-vous que cette soucoupe volante peut devenir invisible? Ils peuvent se rendre invisibles s'ils veulent. Oh oui, ils peuvent se rendre invisibles. Ils sont visibles lorsque vous entrez. Mais lorsque vous entrez,
Et lorsqu'ils activent les champs, ainsi que les écrans, lorsqu'ils accélèrent, ils vont devenir invisibles à l'œil nu. Également, ils vont devenir invisibles au radar, s'ils le veulent. On appelle ça un patrouilleur ou une soucoupe volante ou un vaisseau patrouilleur. Moi, j'appelle ça une navette. Une navette, oui. C'est une navette qui vous amène d'un point à un autre point. Alors, à l'intérieur, lorsqu'il change l'angle à l'intérieur, vous ne sentez absolument rien. Vous ne ressentez absolument rien. Oui. Est-ce que vous voyez à l'extérieur? Parce que, est-ce que l'on pouvait voir la ville de Copenhague? Non. Pas dans mon pays, mais lorsque nous sommes allés chercher d'autres Européens, oui. Lorsqu'ils sont montés à bord, là on pouvait voir. Lorsqu'on était à Berlin, oui, ça c'était incroyable. Ils sont en mesure de rendre une partie de la cabine transparente et on peut voir à travers les murs. Ils n'ont pas de fenêtres. Ils n'ont pas d'hublot, mais ils peuvent rendre la cabine transparente. Ça, c'est une expérience très étrange. Laissez-moi vous dire. Ah oui, moi, j'ai le vertige. Je ne peux pas supporter les hauteurs. Alors, j'ai dû m'asseoir. J'ai dû attraper quelque chose. C'était ma réaction. Waouh! Et plus tard, les choses se sont améliorées. Et lorsque vous êtes assis dans une chaise ou sur une chaise, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, il n'y avait rien de cela, on pouvait simplement s'asseoir. En fait, sur les parois de la cabine, on pouvait s'asseoir. Quelques personnes se sont levées, je leur ai demandé, et on m'a répondu qu'ils ont une sensation au niveau du mollet inférieur lorsque le vaisseau atterrit. C'est tout ce que l'on peut ressentir. Ça, c'était au début. Donc, on a été transporté à une distance très, très éloignée jusqu'à ce vaisseau-mère, ou ce cruiser, comme je l'appelle, mais c'est un vaisseau-mère. Est-ce que c'est en forme de cigare? Oui, la forme est cylindrique, un vaisseau de forme cylindrique. Je le répète, à partir de votre livre, vous avez écrit un livre. Voilà pourquoi je dis cylindre. Vous voyez celui-ci? C'est très clair. Oui. Oui, voilà où nous avons été. Jusqu'à ce navire, jusqu'à ce vaisseau. Alors ici, je présente ce cylindre, c'est très sombre. Oui, oui, oui. Mais oui, voilà de quoi cela avait l'air, exactement. Je vous laisse maintenant parler de quelque chose, parce que dans votre livre, il y a un ciel très sombre. Oui, c'est complètement sombre, c'est noir. Et moi, souvent, voilà, je peux placer des étoiles, des galaxies sur la photo, juste pour s'amuser. Mais lorsque vous êtes véritablement dans l'espace, c'est sombre. C'est complètement noir. Je dirais que c'est le noir le plus noir que j'ai jamais vu. Lorsque vous éteignez la lumière, avant que vos yeux perçoivent la pièce, voilà à quel point c'est noir. C'est le plus sombre des couleurs sombres. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi sombre. Jamais auparavant. Même si je suis peintre, je connais les couleurs. Je sais ce que c'est qu'un noir sombre. Mais ce n'est pas ça. Donc, lorsque les astronautes sont allés sur la Lune, on voyait les photos. C'était comme ça. Oui, ça aussi. C'était extrêmement sombre. Le ciel, l'espace était extrêmement sombre. Le premier, c'était George Adamski. Oui. C'est lui qui a décrit ça en premier. Et moi, je ne me souvenais pas de cela avant que Michel Chercher me dise que Adamski avait également dit que dans l'espace, c'est très très sombre, c'est noir. William Shatner. Kirk, vous connaissez? Oui. Ça vient de Star Trek. Lorsqu'il est allé dans l'espace, il est revenu. Il a répété, c'est noir, c'est sombre. Oui, souvenez-vous, il a continué à dire même que cela ressemblait à la mort. Il a répété le mot, c'est mort, c'est comme la mort. Il l'a répété. C'était pour exprimer l'aspect très sombre de l'espace. René, je suis très content de vous entendre parler
du capitaine Kirk parce que j'ai filmé son retour. Personne s'en occupait. They let him alone when they they take champagne and everything. I know. And He himself, he just- was Oui, je sais. outside. He was Lui, il était somewhere ailleurs, in his mind and dans sa tête. Oui, il était là. Il était paralysé suite à son expérience, c'est vrai. Alors, juste pour un grand bond, mais c'est tout. Mais vous étiez dans l'espace pendant plusieurs jours. Oui. Oh oui, c'est vrai. Mais bien sûr, on ne regardait pas à travers nos propres yeux. Il y avait des endroits à bord de ce vaisseau où on pouvait voir sur un écran ce qui se passait à l'extérieur. Ça, c'était sinon complètement noir, complètement sombre. Si on n'était pas proche de quelque chose, sans aucune lumière, on ne savait pas qu'on se déplaçait. Voilà à quel point c'était sombre. Est-ce que vous avez passé près de la Lune? On a été transporté jusqu'à un autre endroit. C'est une orbite au même endroit que la Terre, c'est-à-dire c'est la même distance que jusqu'au Soleil. 146 millions de kilomètres de distance vers le Soleil. Voilà où nous sommes allés. Donc, on n'était pas près de la Lune, ni près de la Terre. Nous étions véritablement dans l'espace très sombre. Vous rappelez-vous, il y a quelques années, quelque chose a été observé par les astronomes. C'était Oumuamua? Yes. Oui, It was something ça like ressemblait à un cylindre. Mais en fait, ce n'était pas un cylindre. En fait, c'était quelque chose de plat. Ah, plat? Oui, aussi plat qu'une crêpe. Ah bon? C'est juste que cela a été représenté en tant que cigare. Mais ce n'était pas de cette forme. En fait, c'était comme un disque plat. Ah, c'était un disque très plat. Donc, est-ce qu'il y avait une vie intelligente à bord? Je ne pense pas. Je pense que cela aurait pu être une sonde contrôlée à distance. D'accord. Ça peut être un vaisseau contrôlé à distance. De l'espace intersidéral? Oui. Peut-être de notre système solaire. Mais cela se déplaçait d'une manière très étrange pour un astéroïde. Oui. Oui, parce que lorsque cet objet a quitté le système solaire, il a accéléré. Exactement, il a accéléré. Et ce n'est pas normalement possible pour une météorite. Alors c'était quelque chose de très étrange. Et dans votre voyage, personne n'a rien vu. Le cylindre. Bon, lorsque nous sommes partis, c'était extrêmement sombre et il était pratiquement minuit. Oui, mais il n'était pas minuit pour tout le monde. Voilà, ils sont allés chercher des gens un peu partout. Oui, je le sais. Mais comment est-ce que je peux dire leur manière de procéder? Alors, voilà, ils vont surveiller la zone là où atterrit le vaisseau. Là où ils sont allés chercher quelqu'un. Ils vont s'assurer qu'il n'y a personne d'autre, que la zone soit vide. Voilà. Donc, ils ne vont pas y aller à moins que la zone soit vide. Donc, ils ne vont pas rencontrer quelqu'un qui marche avec son chien. Non, ils vont s'assurer que la zone soit bien vide avant d'atterrir. Voilà comment c'est fait. Mais nous sommes entrés très rapidement et ils ont décollé rapidement également. Ça a pris entre 10 à 15 secondes lorsque nous sommes entrés jusqu'au moment de départ. 9 minutes, 50 secondes de voyagement. Alors, lors de notre prochaine pause, je vais prendre une petite pause pipi. Oui, il nous reste 9 minutes à nouveau. 9 minutes et 37 secondes. Voilà le temps qu'il nous reste. Vous savez que nous sommes en train d'enregistrer. Mais pour mon programme, je vais couper certains segments. Vous faites ce que vous voulez. Oui, je sais. Vous pouvez utiliser tout ce dialogue, utilisez-le comme vous voulez. Vous savez, moi, ce que je veux, c'est partager l'information.
Ce n'est pas à mon sujet. C'est au sujet de l'information. Vous parlez très vite, mais je pense que je comprends ce que vous dites. J'espère que vous me comprenez. Voilà, je pense que vous pouvez me comprendre même si je parle vite. Alors, il y a également Geneviève qui est là pour nous aider si je parle trop vite. Oui, c'est pour moi. Elle comprend parfaitement. C'est pour moi. D'accord, ça me va. Oui. Et pour la traduction, c'est également pour lui. C'est à lui de pouvoir traduire l'anglais en français. Mais comme je l'ai déjà dit, vous pouvez également raccourcir certaines de mes phrases si vous voulez. L'idée, c'est d'avoir l'idée principale. Ça va. D'accord. Dans le petit vaisseau, étiez-vous le seul être humain à bord? Lorsqu'ils sont venus me chercher, il y avait 2 autres Danois à bord qui étaient assis. Et nous sommes allés chercher 7 autres Européens que je ne vais pas mentionner. Je ne parlerai pas des pays. L'un d'entre eux était à l'extérieur de Berlin. Voilà, je me limite à ça. Et y avait-il des Français? Oui. Je vous dirais qu'il y avait à peu près 100 pays. Notre vaisseau n'était pas le seul. Il y avait également plusieurs autres vaisseaux. Avez-vous rencontré l'un d'entre eux plus tard, lorsque vous êtes revenu? Lorsque je suis revenu? Oui, lorsque vous êtes revenu. J'ai vu mon point de contact à nouveau. Il est venu me chercher lorsque nous sommes arrivés. Il était là lorsqu'on m'a ramené le 7 mars. Oui, il est venu me chercher jusqu'à la maison. Il m'a dit, vous n'avez pas beaucoup parlé lors de notre voyage de retour. C'est vrai, mais on pourra en parler demain. D'accord, on va se rencontrer demain. Alors c'était un petit peu comme un compte-rendu que nous avons fait ensemble le lendemain. Et c'était très très dur pour moi. J'étais si confus lors de mon retour. Moi, c'était comme si je n'appartenais pas à cette planète. Je me disais, c'est beaucoup mieux ailleurs. Ah oui, voilà comment je me sentais. Et voilà comment je me sens parfois encore de nos jours, même si je tente d'être dans le moment présent. Mais ça peut être difficile parfois. Parfois, j'ai le sentiment que peut-être que si on m'avait donné l'opportunité de rester, peut-être que j'aurais dit oui, j'aimerais rester. Mais on ne nous a pas présenté cette opportunité. Pour la fin de ce programme, qui est d'une durée d'1 heure, j'aimerais dire quelque chose à mon public. Vous comprenez le français, n'est-ce pas? Oui, je comprends le français. Alors, moi, je pense que ce serait intéressant que vous allez nous écrire des questions que vous aimeriez que je pose à René Erik Olson. Parce que là, je le laisse parler beaucoup. Il nous dit son aventure. Et si vous avez des questions intéressantes, écrivez-les dans le commentaire en bas du vidéo Randia. C'est certain que Eric va accepter de nous donner une autre interview pour pouvoir répondre à vos questions, vous, le public. D'accord? Avez-vous compris? Avez-vous compris? Oui, je vais accepter de revenir. Et j'aimerais, oui, bien répondre à ces questions. D'accord. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous la suite. D'accord. Bien entendu, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais il nous reste 5 minutes et quelques secondes. Mais on va continuer par la suite. Oui, oui, je sais. Mais disons que le voyage a commencé. Tout ce que nous avons vu était incroyable. C'était une expérience incroyable d'être à bord. C'était l'intérieur moderne le plus extraordinaire que j'ai vu à bord de ce vaisseau. Je m'attendais à voir quelque chose d'un petit peu plus primitif, si on peut dire, mais tout ce que je voyais, c'était une technologie totalement folle. Et il y avait des ascenseurs qui montaient et descendaient à plusieurs endroits dans ce vaisseau parce que il était de 1,5 km de hauteur et de près de 12 ou 13 km de longueur. On avait donc besoin d'un transport à l'intérieur de ce navire. On ne pouvait pas marcher. On pouvait marcher, mais cela aurait pris beaucoup de temps.
et les ascenseurs. Certains d'entre eux pouvaient non seulement monter et descendre, mais ils pouvaient également se déplacer latéralement, d'un côté à l'autre. D'accord. Ça, c'était une expérience fantastique. Je ne m'attendais pas à cela. Ça s'est passé à l'intérieur de cet ascenseur. Les sièges sont sortis ou sortaient lorsque vous deviez vous déplacer latéralement. Sinon, c'était simplement un ascenseur très grand avec des vitres des deux côtés. On pouvait regarder à l'extérieur lorsque l'on montait verticalement. Alors ça, c'était le déplacement vertical. Les quelques premières journées, c'était très difficile pour moi de regarder vers l'extérieur. C'était comme si je tombais en chute libre. Voilà, ça a pris quelques jours avant que je m'y habitue. Les choses étaient plus faciles après 2-3 jours. Lorsque je me déplaçais, je devais réfléchir. Ne pense pas, ne regarde pas vers le bas. Ne regarde pas vers le bas. C'était une expérience très étrange. Est-ce qu'il vous parlait toujours en danois? Non. Ce qui s'est passé, à notre groupe, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une petite boule ici pour que vous voyez la taille. Alors, on avait ce petit dispositif de traduction de cette grandeur. On avait l'un de ces dispositifs que l'on pouvait mettre ici. Ainsi, on pouvait comprendre ce qu'il nous disait lorsqu'ils parlaient leur propre langue. Cela pouvait être programmé. Lorsqu'on nous l'a donné, cela était dans notre langue. Moi, j'ai reçu le dispositif programmé en danois. Pour les autres, c'était dans leur propre langue. Et lorsqu'on se parlait dans notre langue locale, cela était traduit à travers ce récepteur. C'était reçu dans la langue et c'était programmé pour pouvoir traduire plus de 100 langues. À quoi ressemblait leur langue? À quoi ressemblait leur langue? Comment est-ce que ça sonnait? Ça sonnait un petit peu... Est-ce que ça sonnait comme l'allemand? Non, non, non. Ça sonnait comme une combinaison d'une langue orientale, comme le japonais ou le chinois peut-être, et d'une langue slave. Je me rappelle que j'ai enregistré un échantillon. Lorsque je suis retourné à la maison, j'ai tenté d'enregistrer les mots que j'avais appris. Maintenant, je ne peux plus. Mais tout de suite après le voyage, je pouvais le faire. Et je peux vous envoyer cet enregistrement si vous voulez écouter de quoi ça a l'air. Les sons sont un peu étranges. Vous pourrez écouter. Et ça sonne. J'ai le sentiment que j'étais heureux lorsque j'ai enregistré cette langue. Ça m'a fait sourire. Donc c'était une langue très mélodique. Avez-vous vu les écritures? Oui, j'ai vu l'écriture. Et en fait, j'ai un petit échantillon de l'écriture dans le livre. Je l'ai écrit. Il y a également quelques chiffres dans ce livre. Mais je ne vais pas vous révéler lesquels sont les chiffres et lesquelles sont les lettres. D'accord? Si quelqu'un se présente en me disant être contacté, ainsi je pourrai vérifier s'ils disent la vérité. Pour moi, ça va être comme un petit examen pour ceux qui se présentent et me disent « Je suis un contacté ». Pouvez-vous le prouver? Voilà, je ne vous dirai pas où sont les chiffres, mais il y a 2 chiffres dans cette phrase. Voilà, c'est ce que j'ai écrit lorsque je suis arrivé. Ça ressemble un petit peu à des hiéroglyphes, et ça ressemble un petit peu à du japonais. D'accord. Et les aliments, qu'avez-vous mangé à bord? Oui, la chose intéressante à bord du navire, du vaisseau, c'est qu'il y avait une machine d'alimentation dans nos chambres. Donc, il y avait certains menus affichés sur la machine. Si vous connaissiez l'image de ce que vous voulez, et il y avait là également, dans leur langue que nous ne comprenions pas, mais il y avait des images. Il y avait une image de chaque plat. Quelque chose comme 50 plats différents affichés sur la machine.
on appuyait un bouton, ce plat allait être préparé par cette machine. Et il y avait une assiette qu'on pouvait insérer. C'est ce qu'il fallait faire, insérer l'assiette avant d'appuyer sur un bouton. Voilà, on insérait l'assiette et le plat était préparé. Il était prêt quelque chose comme 10 secondes après avoir appuyé sur le bouton. Quand vous êtes très occupé, j'adorerais que cela soit possible pour nous. On appuie sur un bouton, ça prend 10 secondes. C'est très pratique, très utile lorsqu'on est très occupé. Donc, pendant la première semaine, j'ai mangé presque toujours le même plat. Quelque chose qui goûtait comme du poulet et des légumes. Et il y avait quelque chose de crémeux. C'était un petit peu comme du brocoli. Ça goûtait un peu comme du brocoli. Et on m'a dit qu'ils avaient tenté de répliquer certains plats dans ces menus, certains plats terrestres. Ah, d'accord. Le menu avait été créé spécialement pour nous, pour notre groupe. Ça, c'était intéressant. C'est une petite chose intéressante, un détail intéressant. C'était pas de la viande, mais ça goûtait comme la viande. Plus tard, j'ai appris, je pense que sur la Terre, on a quelque chose que l'on peut fabriquer. Je pense que ça s'appelle, comment on appelle ça en anglais? Je pense que c'est de la viande synthétique. Quelque chose comme ça. Alors ça goûtait la viande, mais en fait, c'était à base de végétaux et d'épices. C'est cela, je crois, qui faisait en sorte qu'ils pouvaient fabriquer ces aliments. Mais je pense que le nom n'est pas viande synthétique. Je pense que le nom est différent. Mais là, je ne m'en souviens pas, malheureusement. Des protéines? C'est presque comme un repas végétalien. D'accord, c'est très bon pour la santé. Et en même temps, vous n'avez pas faim par la suite. Lorsqu'on mangeait ce plat, on n'avait pas faim par la suite. Avait-il des toilettes? Oui, ils ont des toilettes. Lorsque j'arrive à un nouvel endroit, je vérifie toujours les toilettes, le bain et de quoi a l'air la chambre, ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce que je regarde toujours en premier lieu. Je regarde les détails. Et la toilette était assez étrange. Ça ressemblait à un cylindre où l'on pouvait se tenir debout. Et si vous deviez faire quelque chose, il y avait également un siège. Mais la chose la plus étrange, c'est qu'il n'y avait aucun bouton pour obtenir de l'eau, nulle part. Rien du tout. Et ce qu'il fallait faire, c'était qu'il fallait faire ce que l'on fait dans la toilette, dans ce cylindre. Et ensuite, il fallait se lever. Et là, c'était frappé par une lumière et le contenu du bol disparaissait. C'était enlevé par un processus inconnu. Je crois que cela était peut-être téléporté à l'extérieur du vaisseau, d'une façon ou d'une autre. Peut-être que cela se retrouvait dans l'espace. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils éliminaient cela. Peut-être qu'ils peuvent réutiliser ces matières à travers un processus, je ne sais pas. Mais c'est ce que j'avais conclu à l'époque. Et dans le vaisseau, avez-vous vu des plantes? Des végétaux? Bien sûr. Et il y avait plusieurs zones vertes où on pouvait s'asseoir. On pouvait discuter. Cela faisait partie des zones vertes sur la planète. C'est ce qu'ils transportaient. Il y avait des plantes, il y avait des arbres. Des zones très belles. J'ai fait quelques dessins qui sont dans le livre. J'y représente certaines plantes. Mais c'était différent de ce que je connais sur la Terre. Même si je ne m'intéresse pas vraiment à la botanique sur la Terre, je sais de quoi ont l'air les plantes. Mais je ne pense pas que ce genre de plantes existe sur la Terre. Mais je ne suis pas botaniste. Et il y avait également des arbres qui étaient différents. Mais bien entendu, je n'ai pas été partout sur la Terre. Alors je ne sais pas de quoi ont l'air tous les arbres sur la Terre. Qui sont montés dans leur vaisseau, est-ce qu'il y a des gens qui ont apporté leur pet, leur animal?
Je pense avoir compris. Vous me demandez si eux ont des animaux de compagnie? Ils n'ont pas d'animaux de compagnie, comme sur la Terre. D'accord? Ils n'ont pas d'animaux de compagnie. Ils n'ont que des animaux sauvages qui vivent sur leur planète. C'est ce que j'ai compris. Ils vont produire des aliments, mais sans tuer des animaux. Ils ne tuent pas. Ils respectent chaque créature vivante. Tout ce qui vit dans la nature, ils le respectent. Et c'est la même chose pour les grands animaux. Ainsi que pour les petits animaux. Alors, je n'ai pas vu beaucoup d'animaux. Si ces visiteurs, est-ce qu'ils ont des émotions? Est-ce qu'ils ont une vie sexuelle? Est-ce qu'ils aiment? Alors, j'aimerais que vous nous parliez de cela. Oui, bien sûr, ils ont une vie sexuelle, ainsi que des émotions, des sentiments. Mais ils ont une famille très, très unie. Et je sais qu'ils ont quelque chose qui s'apparente au mariage, mais ils ne sont pas mariés pour la vie, comme ici sur la Terre. Ils peuvent se marier. Je pense que le maximum, c'est 2 enfants. Il n'y a pas de règles strictes, mais il y a des lignes directrices. Alors, on recommande 2 enfants par famille au maximum. Ils sont très, très unis dans la cellule familiale et ils vont se suivre pour la vie. Même s'ils ne sont pas mariés pour la vie, ils vont avoir des relations qui vont perdurer toute la vie. Voilà ce qui se passe avec eux. Et ce sont des gens qui se soucient d'autrui. On pourrait les comparer aux aînés dans notre société, vous savez. C'est-à-dire qu'ils ont une grande connaissance de la vie et ils sont très empathiques envers tout ce qu'ils rencontrent. S'ils rencontrent une nouvelle personne comme moi, on va me traiter comme si je faisais partie de la famille. Ça, c'était extraordinaire. On peut vraiment ressentir qu'on est accueilli. Et cela inclut le fait de se faire prendre dans les bras, par exemple. Donc, avant de vous parler, ils vont tenter toujours d'obtenir un contact télépathique. Au début, je ne le comprenais pas, mais je l'ai compris plus tard. Oui, d'accord. C'est un petit peu comme un téléphone, finalement. Oui, vous avez une connexion avec quelqu'un. Oui, et c'est direct. Oui, c'est le cas. J'ai vu des communications, des conversations étranges sur cette planète. Ça m'a surpris au début. Je ne comprenais pas comment 2 personnes pouvaient s'asseoir à une table et discuter en se regardant. Ils semblaient communiquer, mais il n'y avait aucun son sortant de leur bouche. Moi, je me demandais qu'est-ce qui se passe. Ça avait l'air très, très détendu comme discussion. Et quelle est leur longévité? Leur longévité est de 222 ans de leurs années, dans leur mesure de temps. Alors, j'ai calculé, pour faire la conversion, cela correspond à 437 années terrestres, si vous faites le calcul. Oui, 1 an sur leur planète correspond à 716 jours. Un jour va durer 24 heures. Si vous faites le calcul de 220 années par 716 jours, vous allez obtenir à peu près 437 années terrestres. La gravité était la même? Je pense que c'était un tout petit peu différent de celle sur la Terre, mais moi, je ne ressentais pas la différence. Je présente les chiffres dans mon livre. Je pense que la gravité est un petit peu plus forte que celle sur la Terre, mais moi, je ne sentais pas la différence. C'était comme si on était sur la Terre. Donc, on marche comme sur la Terre. Oui, c'est pratiquement la même chose. Ou la même chose. Moi, je ne me sentais ni plus lourd, ni plus léger. Je l'ai seulement ressenti parce que l'air est vraiment très pur. Et on ressentait vraiment que l'air était très pur. C'était quelque chose qui vous purifiait. C'est comme si on portait un masque d'oxygène. C'était comme de l'oxygène pur. C'était très, très agréable. Et lorsque vous êtes revenu? Oui. Lorsque je suis revenu à Copenhague, c'était une expérience difficile parce que l'air n'est pas toujours très propre. Oui, je comprends. Alors, vous habitez au centre? J'habite à 2 kilomètres à l'extérieur du centre-ville de Copenhague.
au centre-ville, vous avez comme une montagne artificielle. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Exactement. On peut même faire du ski sur cette montagne. Oui, vous avez une piste de ski. Ils l'ont ouvert il y a quelques années. C'est vrai, vous avez raison. Je n'y ai pas encore été, mais j'ai passé à côté de cette station de ski plusieurs fois. En fait, c'est une usine de recyclage. Oui, c'est quelque chose d'assez étrange. Il faut que je fasse du ski un de ces jours à partir de ce sommet. Oui, moi, mon rêve, c'est d'aller à Copenhague. J'aime cet endroit, j'aime les gens du Danemark. J'aime le peuple du Danemark. Je pense que nous sommes un peuple très ouvert, mais nous pouvons être parfois un peu réservés. Si vous connaissez des gens, on va ouvrir nos bras, on va être accueillant, mais si on ne connaît pas les gens, parfois on va être perçu comme étant réservé. Mais en général, nous sommes des gens très ouverts. Oui. Et la bicyclette partout, oui, ça c'est bien. Je peux vous dire que c'est un très bel endroit pour y vivre. Et sur l'autre planète, comment se déplace-t-il? Par bicyclette? Non, non, je n'ai vu aucune bicyclette. Y a-t-il des bicyclettes? J'ai vu beaucoup de gens qui marchent. J'ai vu beaucoup de gens qui sont dans ces voitures volantes étranges que je décris dans le livre. Ça ressemble à une voiture un peu ordinaire, avec un espace pour 5 personnes, 5 passagers, et il y a comme une toiture transparente et vous pouvez vous déplacer très rapidement. Et cela fonctionne selon un principe électrogravitique et on s'assure de ne pas glisser. C'est-à-dire qu'on va ajuster l'angle de ce véhicule lorsque vous tournez. Vous n'allez pas ressentir le poids de la gravité lorsque vous tournez. C'était confortable. Ces voitures, j'en ai vu beaucoup de celles-ci. Personnellement, j'ai même pu conduire l'une de ces voitures volantes et on se déplaçait sans toucher le sol. J'ai vu d'autres véhicules qui se déplaçaient également sur la terre ferme ou sur leur planète ferme. Connaissez-vous le programme Les Jetsons? Oui, les Jetsons. Oui, je connais ce programme. Ça ressemble à ça. Effectivement, ça ressemble à ça. Et ça, j'ai vu ce programme il y a très longtemps. Mais ça ressemble à ça. Oui, oui. Maintenant que j'y pense, ça ressemblait un peu à cela. Je pense que dans le programme Jetsons, ils avaient comme une fusée, un réacteur. Mais nous, sur cette planète, il n'y avait aucun réacteur. C'était un système de transport très propre, très propre. Et on pouvait également choisir le mode automatique en appuyant sur un bouton allant vers une certaine destination. Et c'était le pilote automatique. Ça, c'était très bien. Très agréable. Avant de poursuivre cet entretien dans le club créé pour les abonnés du mois de janvier, voici un message de M. Eric Olsen en rapport avec les gens qui voudraient entrer en contact avec lui. C'est simple, juste ici en bas du vidéo Randia, dans les commentaires. Écoutons-le. J'aimerais pouvoir comprendre davantage le français pour pouvoir écouter des émissions de votre programme, de votre chaîne Orandia. Alors, est-ce que c'est votre première présentation dans cette langue? Oui, je pense que c'est la seule présentation dans la langue française. Mais je vais tenter de limiter le nombre de mes apparitions publiques. Je pense que les gens doivent lire le livre en premier. Oui, vous avez raison. Vous savez, ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps pour lire mon livre parce qu'il est assez épais et il y a beaucoup de détails qui s'y trouvent. Oui. Alors voilà, je vais donner aux gens le temps de lire le livre. La prochaine fois qu'on se rencontre, j'espère qu'on pourra se rencontrer à nouveau, peut-être dans 2 mois, dans quelques mois. Oui, oui. J'aurai les questions de la part de mon public. Oui, c'est une bonne idée. Voulez-vous, Richard, que je lise les commentaires après cette vidéo, comme je l'ai fait la dernière fois? Oui. Vous pouvez voir les gens directement à la caméra.
Vous lisez très bien le français, n'est-ce pas? Vous comprenez le français en le lisant? Oui. En fait, je peux également le mettre en traduction automatique grâce à Google. On pourra le traduire en anglais ou en danois. Et peut-être que vous allez pouvoir répondre par vous-même, bien sûr. Ça prend 1 minute. Vous entrez le texte dans le logiciel et vous pouvez répondre en français. Regardez à la caméra lorsque vous parlez aux gens. D'accord, c'est ce que je vais faire. Bien sûr. Je peux répondre aux commentaires. Et je vais répondre en français, si vous voulez. Je peux répondre en plusieurs langues grâce à la traduction automatique, telle que Google. C'est très efficace. Oui. Alors, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Parfait. Le club créé est accessible à l'adresse orandia.ca. Pour les abonnés du mois de janvier 2023, il y a d'abord le supplément au Vidéo Orandia numéro 2 dans le club créé avec mon fils Stéphane et Spirale. Il y a de plus avec Jean-François Poulain au supplément du Vidéo Orandia numéro 3 et le supplément du numéro 4 qu'on vient de voir avec M. Eric Olsen. Il vous recommande d'aller voir le Vidéo Orandia numéro 49. Il y a aussi le supplément dans le club créé du numéro 49. Ce sont des éléments qui ont été présentés par M. Michel Zirger, directement du Japon. Et dans le club créé du mois de janvier, on retrouvera aussi des éléments de métaphysique, de religion, de politique, d'économie. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant qui est gratuit pour tout le monde à l'adresse orandia.com. C'est pas .ca comme le club créé, mais c'est .com. Orandia.com avec des éléments visuels, des textes, des liens sur Internet pour trouver beaucoup d'informations complémentaires à tout ce qu'on a pu entendre aujourd'hui et à chaque vidéo Orandia. Merci d'être abonné au Club Créé. Merci d'être des réguliers qui nous suivent depuis des années. Un pouce par en haut, c'est toujours très apprécié de la part de toute notre équipe. Oui, nous abordons des moments très importants dans notre civilisation. On en reparlera tout au cours du mois de février prochain. Au plaisir de vous lire. À bientôt.